Et pour parler davantage de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne ce matin son Excellence Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi, ancien ministre adjoint du ministre des Affaires étrangères. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour à vous. Alors Monsieur l'ambassadeur, on commence par la situation à Gaza. Certainement cette situation humanitaire reste très critique et très déplorable. Comment, selon vous, le maintien du blocus israélien complique davantage cette situation, comme je viens de dire, déjà très déplorable? Effectivement, c'est le résultat direct d'une politique totalement délibérée par Israël, qui est fondée toujours sur leur continuation de violation des accords, le mépris du droit international, c'est toujours l'imposition d'un véhicule par la force. Le tout, une couverture politique et stratégique américaine qui malheureusement encourage l'impunité de l'État israélien. Et c'est pour ça qu'Israël continue toujours à violer les accords, à attaquer les civils à Gaza. Je m'excuse infiniment, Monsieur l'ambassadeur, mais je vous écoute, je vous entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? D'accord. Merci beaucoup. C'est mieux maintenant. Voilà, merci beaucoup. D'accord. Alors, comme je viens de le dire, alors c'est une politique délibérée israélienne qui est fondée sur la violation des accords et le respect incomplet toujours du droit international et toujours avec une couverture politique, diplomatique et stratégique, certainement en fournissant des armes de la part des États-Unis qui encouragent l'impunité de l'État. Alors, quelles sont selon vous les implications de la poursuite des violations, malgré bien sûr tous ces efforts diplomatiques pour une désescalade, pour un accord de cessez-le-feu soit appliqué, pour que l'accord du cessez-le-feu soit appliqué? Alors, premièrement, il doit y avoir une pression réelle sur Israël d'arrêter ces attaques. On parle de quelques centaines déjà depuis la signature de l'accord à Sharm el-Sheikh. Alors, cela prouve qu'Israël toujours traite l'État palestinien comme un État qui lui appartient effectivement, après certainement l'annexe de presque 60% de Gaza, avec la continuation des hostilités sur la Cisjordanie. Et malheureusement, sans une répression, on ne pourra pas vraiment convaincre Israël que cette position est en train de lui mettre dans un état dans l'état voisin en ce qui concerne le droit international, en ce qui concerne les voisins. Et même la pression classique qu'on entendait de la part des pays européens devient de plus en plus faible à cause de la divergence des positions entre les États-Unis et l'Union européenne en ce qui concerne notamment les attaques sur l'Iran à cause d'Israël toujours. Oui. Alors justement, en l'absence de garantie internationale ou une pression internationale qu'on vient de dire, est-ce qu'on pourrait parler de futurs accords de trêve? Est-ce qu'on pourrait parvenir à des accords qui soient respectés par les différentes parties? Oui, on peut toujours en parler, mais s'il y a une pression, s'il y a une volonté politique de forcer Israël à respecter le droit international et à respecter ses accords. L'accord de Sharm el-Sheikh a été accepté par Israël et signé par le président Trump lui-même. Est-ce que le président Trump en entend parler comme garanteur de cet accord à Israël pour arrêter ses agressions contre Israël? Il n'y a pratiquement rien de la part des États-Unis qui est le garanteur le plus fort dans cet accord. L'Égypte continue de son côté. Malheureusement, les efforts arabes deviennent de plus en plus faibles à cause de l'implique, malgré eux, des pays du Golfe dans la guerre avec l'Iran. On vient juste d'entendre que l'Iran a recommencé ses attaques contre les Émirats, par exemple, hier, ce qui montre qu'on peut nous trouver devant une nouvelle vague de guerre entre les
États-Unis, Israël d'un côté et l'Iran de l'autre côté. Oui. Alors, je trouve que la question qu'on peut parler, oui, on peut continuer à parler, mais est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique, il y a même une répression de la part des alliés d'Israël pour lui convaincre d'arrêter ses hostilités. Oui. Alors ça, on ne voit pas malheureusement jusqu'à maintenant. Alors justement, vous venez de parler des attaques contre les Émirats arabes unis, des attaques iraniennes. C'était en fait des attaques d'abord contre un pétrolier émirati, puis contre les Émirats arabes unis même. Alors tout d'abord, comment vous voyez ces violations du cessez-le-feu, surtout qu'il ne s'agit pas seulement de violation de cessez-le-feu, il s'agit également de violation de droit international et des normes établies. Alors premièrement, on doit commencer par dire que cette guerre, en sa totalité, a commencé par une attaque préventive, comme on l'a déjà dit, de la part d'Israël. Ça, c'était la première guerre contre l'Iran. Cette fois, avec le blocus imposé par les États-Unis, et dont l'Iran a essayé de négocier sans succès. Alors, elle a dû fermer de son côté aussi le droit de Hormuz, mais cela certainement étrangle l'économie iranienne d'une manière qui est vraiment très forte, puisse supporter. Et d'ici vient, malgré l'Iran, je pense qu'elle doit vraiment faire bouger la situation, sinon elle ne peut pas s'évader de ce blocus américain. Notamment que à cause des relations qui sont en train de développer d'une manière plutôt positive, je vois malgré tout, entre les États-Unis et la Chine, alors il n'y a pas vraiment d'aide concrète ou bien, disons, une opposition réelle de la part de la Chine contre les demandes américaines de ne pas armer l'Iran. Alors d'ici vient que l'Iran doit se défendre sur elle-même en essayant d'attaquer pour pouvoir trouver un point pour qu'on puisse reprendre ou résumer encore une fois les négociations entre les deux parties. Parce que ce blocus avec un arrêt réel de négociation, avec un peu une disparition de la part du Pakistan qui était le négociateur principal entre les deux parties, alors maintenant l'Iran trouve que la situation ne peut pas continuer telle qu'elle est et elle doit, comme je viens de le dire, faire bouger les choses. Cela dit, on doit aussi comprendre et réaliser que les États-Unis n'étaient pas vraiment silencieuses pendant toute cette étape. On a entendu plusieurs rapports qui parlent d'une fortification de la force américaine dans la région afin de pouvoir reprendre la guerre encore une fois contre l'Iran. Alors dans tous les cas, c'est une question de temps avant que la guerre reprenne, étant donné le blocus imposé par les États-Unis contre l'Iran et contre le commerce iranien avec tous les pays du monde. Oui. Mais hier, monsieur l'ambassadeur, c'est l'Iran qui avait commencé en attaquant des navires émiratis, en attaquant les Émirats arabes unis, même s'il y a un blocus américain du détroit d'Ormuz, mais c'est l'Iran qui avait commencé hier les attaques. Je suis totalement d'accord et c'est ce que je viens de dire, que l'Iran, à cause de ce blocus, à cause de l'étranglement de son économie, alors elle a dû bouger un peu les choses avec cette attaque qui n'a pas vraiment d'impact stratégique sur la guerre, mais quand même, c'est un mouvement iranien qui veut dire que je suis toujours là, que je peux reprendre l'initiative avec quelques frappes ici ou là, c'est simplement pour qu'on parle encore une fois avec l'Iran pour pouvoir aboutir à une solution. Parce que la politique américaine d'étrangler l'Iran sans mener une guerre offensive directe contre le pays, cela doucement, comme je viens de le dire, étrangle l'économie. Et cela certainement a des implications sur la scène nationale iranienne. N'oublions pas que quand même il y a un blocus qui a été imposé depuis des décennies, que maintenant se devient de plus en plus fort sur l'Iran, ce qui peut
mener à des démonstrations ou à des révoltes contre le régime iranien dans le pays même. Oui. Alors l'Égypte, bien sûr, a fermement condamné ces attaques hier, ces attaques contre le navire et contre les Émirats arabes unis, et ont affirmé leur soutien aux Émirats arabes unis, et on a même rappelé que la sécurité nationale des Émirats arabes unis fait partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne. Comment vous voyez cette position égyptienne de soutien toujours à ces pays frères face à ces attaques? Je pense que c'est la continuation de la politique égyptienne de maintenir des relations très étroites avec tous les pays arabes, notamment les pays du Golfe avec qui on a des relations politiques et économiques très étroites. Alors, je trouve que la position égyptienne, c'est la répétition de la même position que menait l'Égypte depuis longtemps, et notamment dernièrement avec la première guerre contre l'Iran, quand le ministre des Affaires étrangères et certainement même son Excellence, le président de la République, ont fait le tour dans plusieurs pays du Golfe pour démontrer leur soutien pour ces pays contre les attaques iraniennes qu'on a qualifiées toujours de faute stratégique et de condamnation claire de la part de l'Égypte contre toutes les attaques iraniennes, et que même la présence de bases américaines ne justifie pas certainement que l'Iran attaque des points civils ou autres points même dans les pays du Golfe. Et c'était toujours la position d'Égypte, et encore une fois on réaffirme notre position après l'attaque iranienne sur l'Émirat qui s'est passée hier. Oui. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous venez de mentionner que vous estimez que cette guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran va reprendre certainement. Est-ce que cela veut dire que tous ces efforts diplomatiques ne vont pas vraiment parvenir à instaurer un cessez-le-feu, à un accord de paix entre ces parties? Moi, je trouve que toujours il y a l'espoir d'arriver à un consensus, notamment que la majorité des points étaient réglés et que les États-Unis, de son côté au moins, ne veulent pas continuer la guerre d'une manière ouverte, telle que l'a été la première guerre. C'est à présent qu'on approche de plus en plus des élections parlementaires aux États-Unis, au Sénat et au Congrès, et les États-Unis, le président Trump, je veux dire, ne veut pas perdre la majorité dont il vit actuellement avec une majorité républicaine au Sénat et au Congrès, et que la continuation de la guerre va lui faire perdre des voix, notamment qu'il y a une opposition qui augmente davantage à l'intérieur des États-Unis contre la guerre que beaucoup d'observateurs qualifient d'une guerre contre nécessaire et qui a été menée seulement pour satisfaire le désir israélien de détruire les capacités nucléaires et celles des missiles iraniennes. Malheureusement, cela n'a pas été achevé jusqu'à maintenant, ce qui montre que, du point de vue stratégique, malgré toutes les frappes militaires par les États-Unis et Israël, mais du point de vue stratégique, la guerre n'a pas vraiment abouti à des résultats satisfaisants pour Israël et les États-Unis. Et du coup, je trouve qu'il y a toujours une porte ouverte pour les négociations, notamment que malgré la sérieuxité de l'attaque d'hier de l'Iran contre les Émirats, mais ces attaques, comme je l'ai déjà expliqué, n'ont pas de résultats ou d'impact stratégique qui peuvent vraiment détourner la trajectoire de la guerre. Mais c'est plutôt un essai iranien de faire revivre la question de sorte qu'on peut renégocier. Alors toujours la porte à renégocier est ouverte, que ce soit de la part de l'Iran ou de la part des États-Unis qui veulent, mais chacun doit trouver une victoire supposée à pouvoir convaincre leur peuple de ce qui a été achevé pendant la guerre. Du point de vue américain, que les capacités nucléaires de l'Iran ont été compromis, et de la part de l'Iran,
qu'elle a pu supporter les frappes américaines et que les forces balistiques, de missiles balistiques n'ont toujours pas et que le pays peut toujours se défendre contre les forces extérieures. Oui. Alors chacun peut se vanter d'une victoire pour qu'on puisse achever. La seule puissance qui ne veut pas l'arrêt de la guerre et qui cherche toujours à faire revivre cette guerre, c'est l'État d'Israël qui, cette guerre, les résultats effectués de cette guerre jusqu'à maintenant ne suffisent pas au Premier ministre Netanyahou pour pouvoir mener une victoire aux élections prochaines et du coup Israël veut continuer la guerre pour marquer une victoire décisive contre l'Iran. Ouais. Une dernière question, si vous me permettez, Monsieur l'ambassadeur, c'est la situation au Liban. Encore une fois, la communauté internationale n'est pas parvenue à exercer une pression sur Israël pour arrêter ses frappes contre le Liban. On voit des civils qui tombent tous les jours, des morts et des blessés. Alors, comment faire pour instaurer ou faire respecter le cessez-le-feu par Israël? Alors depuis des décennies, on voit des attaques israéliennes sur le Liban et on n'a jamais vu de force décisive qui peut convaincre Israël de s'arrêter. Alors je trouve qu'aujourd'hui, notamment que la guerre au Liban est liée avec la guerre contre l'Iran, et je trouve qu'actuellement, malgré les accords et les négociations qui ont été menées aux États-Unis entre les ambassadeurs libanais et israéliens à Washington, qui n'ont pas donné vraiment fruit et que même la base de ces négociations était vraiment déséquilibrée. On parle d'un pays qui est une des forces militaires les plus fortes du monde contre un pays qui souffre vraiment d'une faiblesse militaire réelle, notamment après les attaques du Patriot, comme on les appelle, contre le Hezbollah, plusieurs frappes contre le Hezbollah. Le Hezbollah devient vraiment un alibi plutôt israélien que libanais, parce que la présence du Hezbollah ne représente pas vraiment une force déterrante contre Israël au Liban. Alors pour le Liban, il n'a aucun effet réel pour déterrer Israël. Mais d'autre côté, pour Israël, la présence du Hezbollah, même faible, représente vraiment une tombola, si je peux dire, parce qu'on peut continuer à attaquer le Liban sous prétexte qu'il y a toujours des points forts de Hezbollah. Même l'accord entre le Liban et Israël parlait qu'Israël a toujours le droit d'attaquer les points du sud libanais ou autres si elle juge qu'il y a des intentions d'attaquer Israël. Alors pour la première fois dans le droit international, on voit qu'un pays peut attaquer un autre simplement parce qu'il trouve des intentions. C'est une situation imprécédente dans le droit international et dans les relations internationales, mais Israël, comme on vient de le dire, peut toujours faire tout ce qu'elle veut à cause de support et soutien américain inconditionnel pour cet État voyou, comme on l'a déjà dit. Je vous remercie infiniment, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melidi, ancien ministre adjoint au ministre des Affaires étrangères. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, on reprend cette édition de Bonjour l'Égypte.